Je m'appelle Anne Rasmussen, je suis historienne des sciences, je suis directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et donc je m'occupe notamment de l'histoire de la santé et des sciences biomédicales. On sait que le phénomène épidémique était attesté en somme depuis l'époque néolithique. On sait qu'il y a des facteurs favorisants qui sont liés aux agglomérations humaines, donc les plus anciens sans doute liés au développement de l'agriculture, de la sédentarisation, donc de l'élevage, de la constitution de réservoirs animaux, et puis sans doute à une époque un peu ultérieure, le développement du commerce, des contacts humains par le négoce, le déplacement des hommes et également les guerres, les conflits. La peste noire, qui est sans doute l'événement pathologique le plus grave que l'on ait connu dans la chrétienté médiévale, dans le monde occidental, au XIVe siècle, qui devient pandémique, qui se répand dans des contrées très éloignées les unes des autres, et qui est notable parce qu'elle est la première à susciter des politiques publiques de protection. C'est le déploiement du système quarantenaire, c'est-à-dire des quarantaines qui sont finalement des interdictions de circuler, qui est lié aussi au lazaret, qui est le lieu de rétention où l'on va enfermer, donc une prison, voire comme un lieu de soins également, notamment assigné aux bateaux, parce que les pandémies dans le monde occidental sont considérées comme venant d'Asie, essentiellement par voie maritime. C'est aussi aux frontières terrestres, les cordons sanitaires, qui sont des frontières militarisées, que l'on essaye d'opposer à la circulation épidémique, qui peuvent être aussi des dispositifs très matériels comme les murs de peste que l'on a essayé de déployer par exemple lors de la peste de Marseille en 1720, voire le confinement dans certains cas. Le grand moment suivant laquelle des grandes épidémies vont devenir pandémiques, c'est-à-dire vont avoir un caractère mondial, c'est le XIXe siècle, à la faveur de la révolution industrielle, du développement de moyens de transport par voie de chemin de fer, par exemple, pour la grippe au XIXe siècle, avant par voie de bateau à vapeur pour le choléra qui sort au XIXe siècle de sa niche écologique au Bengale, en Inde, et puis au XXe siècle à vitesse d'avion, avec les pandémies grippales, par exemple celle de 1968, la grippe de Hong Kong, et puis bien sûr celle que nous connaissons au XXIe siècle. Le premier facteur, c'est la critique très forte qui s'est développée contre les quarantaines, qui pouvaient être très oppressives. C'était vraiment parfois des systèmes d'incarcération des suspects, qui étaient jugés moyenâgeuses, archaïques, privatives de liberté, mais aussi, surtout, en contradiction avec la liberté économique, puisque on ajoutait la pauvreté, on ajoutait parfois la famine à l'épidémie. Au XIXe siècle, grandes mesures urbaines des égouts, des systèmes d'adduction d'eau. Et l'apogée de ce que l'on a appelé l'hygiénisme, sont le déploiement de mesures de salubrité. Donc on assèche les marais, on déménage les cimetières à l'extérieur des cités. Et puis un autre élément de l'évolution des mesures de prévention au XIXe siècle a été, à la fin du XIXe siècle, la théorie des germes, qui a permis, en faisant de ces maladies infectieuses des maladies désormais évitables, des moyens de lutte par l'asepsie, l'antisepsie et par la vaccination.
Donc face au caractère démuni dans lequel nous nous trouvions, eh bien, il a fallu finalement faire appel aux mesures les plus traditionnelles, qui sont en effet des mesures qui datent de la fin du Moyen-Âge. Ce sont donc les mesures de confinement qui ont été prises à une échelle tout à fait inédite, mais en même temps, il serait vraiment quand même trompeur de s'arrêter à cet état, parce que bien des choses néanmoins faisaient que la situation était cependant toute différente. On en a des traces importantes, en particulier au XIXe siècle, au moment des épidémies de choléra, où l'on a des mouvements de révolte contre les politiques publiques qui sont conduites et qui sont considérées comme nuisant délibérément aux populations en les affamant. C'est plutôt des révoltes contre la pauvreté que contre la coercition des mesures, même si l'une ne va pas sans l'autre. Historiquement, les épidémies n'ont sans doute pas beaucoup changé les sociétés. Leur principal impact fort sur les sociétés, c'est sans doute un impact démographique. Un impact économique aussi, qui peut être d'appauvrissement immédiat, qui finalement est suivi souvent d'un retour à la normale, d'une fermeture de parenthèse, un moment qui est circonscrit et on tourne la page pour revenir à la vie normale.